Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle édition des Chroniques Mention pour l'entrepreneur. Tous les vendredis matins à 10h30, en direct sur YouTube, on vient vous présenter des chroniques qui nous paraissent intéressantes et importantes pour les entrepreneurs. Alors, je vais vous parler d'un sujet passionnant qui a trait à l'identité de son entreprise. Et on va utiliser pour ce faire un outil, une clé de lecture qui s'appelle la trifonctionnalité. Mhm. La trifonctionnalité, comprendre qui l'on est pour faire les bons choix. Alors, qu'est-ce donc que la trifonctionnalité? C'est une clé de lecture de l'homme et des sociétés humaines qui nous vient de l'anthropologie. C'est un anthropologue et un historien, Georges Dumézil, au XIXe siècle, qui, en fait, en étudiant les différentes cultures, civilisations à travers les âges, s'aperçoit qu'il y a trois forces qui régissent euh, les sociétés humaines et qui correspondent à trois fonctions qu'occupe à chaque fois un certain groupe humain dans ces sociétés et qu'il faut à chaque fois que ces trois pôles existent pour que la société, pour qu'il y ait une société humaine. Alors, et qui correspondent en fait à trois besoins vitaux de l'homme. Il y a le besoin de sens, et là, c'est la figure du prêtre qu'on retrouve évidemment sous divers noms, les druides, les brahmanes, selon évidemment les civilisations étudiées. Il y a le besoin de protection, et là, c'est la figure du guerrier qu'on retrouve absolument partout. Et il y a eh bien, le besoin de se nourrir, d'assurer ses besoins vitaux, corporels. Et donc là, c'est la fonction productrice qui est assurée par la figure du paysan. Hop. Alors, en réalité, cette trifonctionnalité repose sur l'idée que ces trois forces, eh bien, créer un équilibre. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve depuis bien plus longtemps que le 19e siècle. Le chiffre 3 est largement utilisé à travers les époques, les âges et les civilisations pour évoquer l'équilibre du monde. On le retrouve avec le Triskel breton, par exemple. On le retrouve dans énormément de logos, aujourd'hui encore. Euh, on a ici, avec ce tableau de Dali, une belle mise en abîme de cette trinité. Évidemment, quand je dis trinité, ça n'est pas un hasard. Euh, la civilisation judéo-chrétienne repose sur cette idée de trinité. Et puis, pour ceux d'entre vous qui ont des enfants, vous reconnaissez peut-être cet objet en haut à droite, le hand spinner, qui, en le poussant très légèrement, parvient à un mouvement presque perpétuel. Donc l'idée du chiffre 3 évoque celle de l'équilibre, mais d'un équilibre particulier, parce que vous pourriez me dire, bon ben 2, c'est aussi l'équilibre. Mais en fait, le chiffre 3 apporte, le troisième élément apporte une dynamique à l'ensemble et une dynamique stabilisatrice. Alors, encore une fois, une image vaut mieux que mille mots. On voit bien que depuis toujours, le chiffre 3, la pyramide, c'est la stabilité, c'est l'équilibre, mais c'est aussi les lancements, la dynamique. C'est vraiment essentiel. On représente beaucoup de diagrammes dans l'entreprise sous forme de pyramide. On est très friand de la pyramide, mais la pyramide en fait existe. C'est presque le monument symbolique de l'espèce humaine. Je prends la pyramide ici de Mykérinos en Égypte. Euh, et évidemment, ce n'est pas un hasard. Voilà, on le. Et puis je parlerai aussi, oui, des trois pieds. Voilà, un tabouret repose sur trois pieds naturellement, alors que sur deux, ça pas beaucoup de chances de tenir. On retrouve une pyramide
qui explique cette division dans la société féodale, hein, entre les trois ordres, les oratores, ceux qui prient, le clergé, les bellatores, les guerriers, ceux qui font la guerre, la noblesse, et les laboratores, ceux qui travaillent, le tiers état. Alors, il faut comprendre que chacune de ces fonctions, toute société est traversée par ces fonctions et certains décident de les endosser au service de la communauté, hein, mais la communauté a besoin que des gens exercent ces trois fonctions. Et même, je dirais, que chaque être humain, chaque être constitutif de la communauté est traversé lui-même par euh, ces trois forces qui sont nécessaires les unes aux autres. Il ne pourrait pas y avoir une société sans l'une de ces forces, il ne pourrait pas y avoir en fait un être humain qui ferait abstraction totalement d'une de ces forces, mais il y en a toujours une qui prédomine chez un groupe, chez un individu. Donc, chez la figure du prêtre, quelles sont les valeurs associées? C'est le sens, l'ordre, la justice, la loi. Et mal exercée dans les sociétés ou chez quelqu'un, eh bien, cette fonction souveraine, donc le prêtre, c'est la fonction souveraine, eh bien, ça aboutit à l'absence de sens, au désordre, à la folie, à la tyrannie. Ensuite, la figure du guerrier, donc la fonction guerrière, eh bien, c'est celle qui assure l'action, l'énergie, le pouvoir de changer les choses. Donc c'est la force physique, la notion de performance, également la notion de courage, d'esprit de sacrifice et donc de noblesse. C'est l'intelligence au combat, donc la créativité. Et mal exercée, eh bien, cette fonction mène à la lâcheté, à la violence, à l'inconstance, au changement pour le changement, à l'anarchie. Et puis la troisième figure, c'est la fonction productrice, la figure du paysan. Et là, les valeurs qui sont associées, évidemment, la réalité, c'est les récoltes, les troupeaux, toute la symbolique qui va avec, la corne d'abondance, donc l'idée de prospérité, la richesse, l'idée de quantité, le grand nombre. Et puis la jouissance de la vie, hein, le plaisir, la beauté physique, c'est Dionysos. Euh, la relation à l'autre, l'amour, la sensualité. Alors mal exercée, cette fonction eh bien, aboutit à la stérilité et donc à la mort. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces principes qui s'appliquent donc aux sociétés humaines à travers les âges, alors évidemment c'est un principe qui a été contesté, mais il a quand même fait largement au consensus. Eh bien, on peut le transposer également au monde économique et à ces étranges individus que sont les entreprises du monde économique. Alors ça, c'est un travail qu'a fait un consultant intéressant qu'on suit et qu'on aime bien chez Melchion, qui s'appelle Patrick Mathieu, et qui a donc transposé cette trifonctionnalité au monde de l'entreprise en se disant, et finalement, il se trouve que le monde économique est une société et qu'il y a certaines entreprises qui assurent la fonction souveraine, certaines autres qui assurent la fonction des guerrières et certaines en fait qui assument la fonction productrice. Alors, Patrick Mathieu commence en nous disant, bon, chaque entreprise, comme chaque individu, a une identité. Il parle de singularité, c'est ce qui le distingue et ce qui distingue chaque entreprise des autres. Et cette singularité, elle est le fruit d'une part eh bien, du contexte historique, hein, de l'histoire, du moment où a été créée cette société, et puis d'un acte fondateur qui a été posé au début de l'entreprise, à sa naissance, ou bien au cours de ses prémices, et qui a fait que d'un seul coup, la société a existé, a prospéré, a finalement conquis sa place. Et cet acte fondateur, il relève toujours d'une sorte de mythe, d'une histoire qu'on peut actualiser. Et cette composante mythique constitue en fait une ressource très importante pour l'entreprise. C'est une richesse disponible qui est là,
qui est inépuisable et en fait, si c'est bien utilisé, on peut l'actualiser sans cesse, on peut actualiser sa singularité pour, euh, eh bien, je dirais, faire vivre son identité de façon perpétuelle. Alors, ça, c'est ce que nous dit aussi Patrick Mathieu. Il nous dit, chaque entreprise, comme chaque individu, est travaillée aussi par est constitué de trois composantes. La composante du sens, hein, la finalité, la modalité, comment on fait les choses, c'est le how, et enfin la matérialité ou l'utilité de ce qu'elle fait, c'est le what. Et dans chacune des composantes de chaque entreprise, on retrouve euh, la possibilité d'incarner soit la fonction souveraine, soit la fonction guerrière, soit la fonction productrice. Alors, on le voit par exemple dans ce schéma, chaque entreprise est faite d'une finalité qui vient de sa singularité, hein. Pourquoi est-ce que la société a été créée à un moment donné? Euh, si je prends par exemple l'exemple de L'Oréal, qui est une société qui a été créée au moment où la médecine fait beaucoup de progrès, donc ça, c'est le contexte historique. Eh bien, ça, ce qui fait sa singularité, c'est que Eugène Schuller, le chimiste, euh, finalement, se dit, bon ben, je vais utiliser tous ces progrès que la médecine est en train de faire pour mettre en valeur le corps et révéler finalement la beauté des corps qui jusque-là étaient ensevelis. Donc ça intervient dans un contexte historique, mais on voit bien que cette idée de révéler le potentiel de beauté de chaque être, finalement, c'est quelque chose qui peut être actualisé d'âge en âge. Et, euh, et donc c'est ce qui fonde la singularité de L'Oréal. Ça, c'est le why. Ensuite, il y a la modalité, ça c'est la façon dont l'entreprise fabrique et produit et fonctionne. Et donc là, on peut être soit souverain, soit guerrier, soit producteur dans sa façon de faire. En l'occurrence, enfin, je vais vous parler après de chaque entreprise. Et puis enfin, la matérialité, également, peut être soit faite de manière souveraine, c'est-à-dire la façon dont on va utiliser les produits, soit faite de manière guerrière, soit faite de manière productrice. Mais le plus important pour les entreprises, vous vous en doutez, c'est le why, c'est la question de la finalité, c'est ça qui va faire qu'une société appartient plutôt au, à la catégorie ou au groupe des souverains, ou alors ce qui va faire que votre entreprise appartient plutôt au groupe des guerriers ou plutôt au groupe des producteurs, c'est évidemment la question de la finalité et de la fin. De... Donc, voilà quelques exemples de sociétés qui sont souveraines. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une marque souveraine? Ça veut dire elle règne presque sans partage, je dirais, sur un secteur particulier. Par exemple, LVMH, c'est le luxe. Il y a presque une assimilation, si vous voulez, entre une marque souveraine et un secteur d'activité, qui fait que presque, je dirais que presque le produit euh, passe presque au second plan. Que l'important pour une société souveraine, c'est vraiment d'être la référence d'un secteur. Euh, il y avait ce slogan de France Télécom dans les années 60 qui était le bonheur, c'est simple comme un coup de fil. C'est-à-dire qu'en fait, bon, il n'y a pas besoin de dire autre chose. Alors, par exemple, sur le marché des sodas, Coca-Cola règne. Euh, sur le marché du lait, ben, Lactalis, c'est le lait. Voilà. Pernod Ricard, ce sont les alcools. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, on comprend que quand on est une marque souveraine, ce qui va compter, c'est l'image de marque et c'est euh, ce lien qu'on va faire dans l'esprit des gens entre un secteur d'activité et son nom, sa présence indiscutable. Ensuite, il y a les marques guerrières. C'est celles qui se caractérisent
par un esprit de performance, qui vont vouloir nous accompagner dans nos défis, qui vont vouloir faire pour nous le meilleur produit, le plus beau, celui qui va nous permettre de nous dépasser. Donc, ce sont des marques voilà, qui sont très axées sur la performance, sur les qualités de leurs produits. Et on retrouve des marques ici comme Nike, Free, Danone, Hermès dans le luxe, Lavazza, Procter& Gamble dans les produits grande consommation, 3M ou Red Bull sur le marché du soda. Et puis, nous avons les marques dont le why, la question du sens, s'inscrit dans le présent et dans la relation. Ce sont les marques productrices. Donc, ça veut dire que quand on porte, ce qui compte par exemple pour L'Oréal, c'est l'expérience client. C'est ce que va éprouver l'utilisateur, le client, quand il va porter, utiliser un de ses produits. Hein, c'est Nespresso, voilà, c'est l'expérience. Ce sont des marques qui sont vraiment axées sur l'expérience client et donc qui sont sans cesse, qui sont branchées de façon continue sur leur marché, qui s'appliquent sans cesse à déceler des nouveaux besoins, à segmenter. Donc, ce sont évidemment les champions du marketing. C'est pas que les autres sociétés ne fassent pas de marketing. Évidemment, les sociétés souveraines et les sociétés euh, guerrières font évidemment du marketing, mais sauf que le marketing est consubstantiel aux marques productrices parce que c'est ce qui leur donne leur raison d'être. Donc, on a des marques comme McDonald's, Bongrain, 1664 dans la bière, Carte Noire encore voilà, dans dans le café. Donc, si on reprend l'exemple de la société L'Oréal, dans sa finalité, d'après vous, c'est une société souveraine, guerrière ou productrice? Est-ce que quelqu'un a une idée? Bon, je vais répondre euh, pour vous. Alors, c'est une société productrice puisque l'important, c'est l'expérience client. Donc ça, c'est la finalité de L'Oréal. Donc, elle va communiquer sur le plaisir, la joie, la satisfaction. Et donc, ça, c'est le sens. Ensuite, sur les modalités, elle va être assez guerrière dans la façon de communiquer et de fonctionner. Et puis, sur l'utilité, eh bien, elle va être souveraine parce que on considère, par exemple, le slogan de L'Oréal, c'est parce que je le vaux bien, c'est-à-dire que voilà, on fait de vous, quand on utilise un produit, on fait de vous une sorte, vous devenez le roi ou la reine. Euh, Et donc, on retrouve dans chacune de ces strates euh, l'une des trois figures. Pour LVMH, eh bien, le, la question du sens, c'est évidemment, pour LVMH, c'est une figure souveraine. C'est-à-dire qu'il y a une assimilation d'LVMH au secteur du luxe. Euh, et dans sa façon ensuite de travailler, de produire, eh bien, ou de communiquer, euh, LVMH est plutôt assez agressif. Donc, c'est un guerrier dans ses moyens de, de produire et dans les conséquences, c'est-à-dire ce qu'on éprouve quand on utilise les produits LVMH, c'est plutôt producteur, c'est-à-dire que on va apprécier le plaisir que suscite le fait de porter un produit LVMH. Et donc, si vous voulez, l'important de cette classification, c'est c'est que, euh, en fait, quand on comprend son identité, on est capable de la faire passer et de faire adhérer les, les clients et les collaborateurs à ce qu'on est. On n'est pas seulement en train de vendre un produit, mais on vend une identité. Finalement, c'est ça qui va faire que les gens vont adhérer
à à votre produit. Alors, je conclurai en vous demandant, et vous, est-ce que vous savez dans cette trifonctionnalité, si vous êtes plutôt euh, une marque souveraine, une marque guerrière ou une marque productrice? Parce que en fonction euh, de, de cette polarisation, vous allez évidemment choisir des modes de communication tout à fait différents. Si vous êtes une marque souveraine, c'est-à-dire que si les conditions de votre création, et si vous, le mythe fondateur que vous actualisez sans cesse est celui euh, d'une figure souveraine, à ce moment-là, il faut que vous, évidemment, que vous concentriez sur la communication, sur l'image de marque. Euh, sur l'assimilation de votre marque à un secteur. Si au contraire vous êtes une marque guerrière, si vous êtes porté sur les qualités intrinsèques de votre produit, sur le fait qu'il est le meilleur, le plus beau, qui va permettre aux gens de se dépasser, à ce moment-là, il va falloir que vous communiquiez beaucoup plus sur votre produit, sur les qualités de ce produit. Euh, et donc, il va falloir ajuster votre discours à la fois marketing, mais aussi marque employeur sur ce créneau. Et puis, enfin, si vous êtes plutôt une marque productrice, si pour vous, c'est l'expérience client qui compte avant toute chose, c'est la joie que vous procurez à vos utilisateurs, le plaisir de partager quelque chose, un produit, un bon repas, une expérience particulière, euh, à ce moment-là, c'est ça qu'il va falloir mettre en avant et qu'il va falloir sans cesse réactualiser par des campagnes de publicité euh, et, et par une communication particulière. Et donc, cet outil de la trifonctionnalité permet de savoir, par rapport à votre histoire particulière, ce que vous êtes pour adapter les moyens de communication et pour faire en sorte que, eh bien, quand on va parler de vous, en fait, vous allez exister tout de suite dans l'esprit des gens, que ce soit les étudiants en école de commerce ou en école d'ingénieur. Si vous existez, si tout de suite on se dit, ah oui, ben, ok, sur ce marché-là, c'est cette société, ou alors ce produit, c'est le meilleur, ou alors ouais, c'est une expérience, ben, à ce moment-là, c'est gagné parce que vous allez attirer à la société à la fois les clients qui vont acheter votre raison d'être, hein, et en même temps, vous allez attirer les meilleurs collaborateurs, c'est-à-dire ceux qui vont pas venir, non pas ce que vous proposez, un métier ou un job qui est bien payé ou bien placé, mais parce qu'ils vont adhérer à votre projet, à votre identité. Et c'est là où vous allez susciter évidemment l'adhésion à la fois de vos clients et vous allez susciter l'adhésion de vos collaborateurs et de l'ensemble de vos parties prenantes. Et en fait, je dirais que c'est fondamental et je terminerai là-dessus. Il faut se connaître pour exister dans son propre esprit et pour pouvoir exister dans l'esprit des autres. Et pour se connaître, on ne peut pas se révéler soi-même à soi-même. Il faut s'exprimer. Et donc, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qu'on peut vous proposer avec un accompagnement Melsion. C'est-à-dire que en vous écoutant, en écoutant l'histoire de votre entreprise, la genèse, on va s'apercevoir à travers le champ lexical que vous utilisez, ce que vous mettez en avant, si vous êtes plutôt dans une mythologie, une mythologie, c'est-à-dire une histoire qui s'actualise sans cesse, souveraine, guerrière ou productrice, et on va adapter l'ensemble de vos relations avec vos parties prenantes à ce que vous êtes. Et l'important, c'est que ça n'est pas en, en, ça n'est pas parce qu'on est gros qu'on apprend à bien communiquer sur ce qu'on est, c'est en communiquant bien sur ce qu'on est qu'on finit par grandir. Voilà, donc c'est hyper important de faire cet exercice qui est pas souvent, qui est pas évident à faire. C'est très important de le faire dès le début de l'histoire de votre entreprise. Merci, voilà, c'est terminé. Merci beaucoup, Adrien. Alors, est-ce que nous avons des questions? Qu'est-ce que vous avez pensé de ce concept de la trifonctionnalité?
Moi, je le trouve assez précieux et assez intéressant. Je l'utilise aussi, comment dire, en tout cas avec mes clients dans l'accompagnement. Quand on se pose sur la question de la marque, je trouve que ça donne beaucoup de ressources. Parce qu'au final, moi, c'est souvent ce que je dis d'ailleurs quand je donne des cours aussi à mes étudiants sur la stratégie de marque, c'est que ça donne un canevas qui est très précieux, qui donne beaucoup d'idées, qui donne un vrai axe de réflexion. Donc, merci beaucoup, Adrien, parce que j'ai trouvé ça très intéressant et je trouve ça très précieux. C'est vrai que là, il y a deux axes qui font qu'on est constamment en train d'utiliser cet outil. C'est les jeunes entrepreneurs qui finalement réalisent pas toujours que leur premier geste, c'est de décrire leur entreprise, de la, de lui donner vie en la décrivant, en la racontant, et réussir à le faire en utilisant ce qu'on est vraiment, ça lui donne une force et une pertinence qui est pas forcément, euh, ce qui n'est pas forcément le cas sans l'outil. Et puis, c'est aussi le cas de ces organisations qui commencent à grandir un peu trop, enfin un peu trop, c'est bien qu'elles grandissent, mais qui finalement perdent en cohérence parce qu'elles n'ont pas bien expliqué en interne, expliqué à chaque nouveau collaborateur ce que l'on est et la façon dont on travaille. Et la trifonctionnalité, ça simplifie énormément ces aspects-là. Et ça oblige à se poser la question du sens, qui ne peut jamais être celui, évidemment, de gagner de l'argent. Ça replace, je dirais, l'objectif de rentabilité à sa juste place, qui est évidemment le résultat d'une stratégie, le résultat de tout ce qui est d'une intention. Et cette intention, elle est motivée par un pourquoi et qui motive en fait euh, l'acte fondateur qui a justifié la création, la naissance de l'entreprise et qu'il s'agit sans cesse de réactualiser pour que cette société est vivante, sa raison d'être, et suscite chez tous les interlocuteurs un côté extrêmement évident, en fait. Une sorte d'évidence quand on sait qui on est, eh bien, on attire à soi euh, les gens qui nous ressemblent, peuvent s'identifier à nous, et on crée un écosystème extrêmement vertueux. Ouais, en fait, il y a donc deux éléments que je vois là-dedans. La question de l'argent comme objectif, c'est Jordan Peterson, il dit it's low resolution. C'est-à-dire qu'on on regarde le truc globalement et on n'est pas capable de répondre à la vraie question qui est d'accord, qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Et donc finalement, quel est le vrai but? Ouais, je veux gagner de l'argent, ouais, super. Et après? Et puis sur la façon de, de définir ou d'expliquer l'entreprise que l'on est, c'est pas forcément pour avoir des gens qui nous ressemblent, qui viennent, mais pour avoir des gens qui savent, qui puissent savoir comment mettre leur propre singularité à disposition de la nôtre. Et finalement, de ne pas, il s'agit qu'ils conservent leur singularité, mais qui viennent l'exprimer si on est par exemple un producteur souverain, et qu'ils sont eux souverains, et bien, ils viennent mettre leur souveraineté au service de la nôtre. C'est-à-dire que pour eux, elle est une finalité, pour nous, elle est une, une modalité. Donc ça permet à chacun de se positionner, enfin de se positionner dans l'entreprise sans se renoncer à qui on est et sans travailler soi-même contre nature.